Votre bulletin Infotémis commence ici et maintenant. Cette semaine, à Infotémis, importante subvention pour TV Témis. C'est parti pour la Coupe plein air de l'Abitibi-Témiscamingue. Campagne Engagez-vous pour le communautaire. Le marché de l'immobilier en temps de COVID-19. Salon virtuel pour le centre Frère Moffett. Et M'as-tu vu? Une campagne pour rappeler l'importance de la prudence en présence d'autobus scolaires. Le ministère de la Culture et des Communications a octroyé une généreuse subvention à TV Témis afin de l'aider dans son mandat. En effet, grâce à cette somme, la télévision pourra réaliser une toute nouvelle émission, soit Histoire mot à mot. Tous les détails de ce projet avec Nadine Jutras, directrice par intérim. Le ministère de la Culture, des Communications, le MCCQ, est allé en appel de projet pour le rayonnement numérique et c'est en décembre 2020 qu'on a eu la bonne nouvelle comme de quoi on était accepté pour une subvention de l'ordre de 25 000 $. Donc oui, on était très, très contents, très surpris aussi et on se sent très privilégiés parce qu'on est les seuls au Témiscamingue à avoir reçu cette subvention-là. Les autres qui ont été sélectionnés pour ce programme-là sont tous du côté de l'Abitibi. Le projet que l'on a déposé, c'est l'histoire mot à mot. C'est un projet qui veut valoriser, mettre en valeur le patrimoine écrit du Témiscamingue. Donc, on parle des extraits de romans, des extraits d'archives historiques, bien sûr, des extraits de journaux et j'en passe. Dans le fond, des lecteurs vont venir lire ces extraits-là qui sont sélectionnés, en fait, sous forme de thèmes. Donc, on veut faire une série télévisée sur ces extraits. Et par la suite, il y a un deuxième volet à ça et c'est là où le côté numérique embarque. C'est qu'on veut faire une balado, donc du podcast, si vous préférez, avec ces émissions. Donc, tous les partenariats sont à venir dans les prochains mois, mais vraiment, le gros du budget va aller pour le côté balado. C'est certain qu'on doit payer aussi, bien sûr, toute la recherche. La Société d'histoire du Témiscamingue, qui est notre gros partenaire dans la recherche, vous vous en doutez sûrement. Donc, eux travaillent fort présentement. Là, on est à l'étape numéro 1 de faire cette recherche-là. Donc, le budget va aller aussi de ce côté-là. Et bien sûr, tout ce qui est droit d'auteur, toutes les personnes qui vont collaborer, aussi les lecteurs qui vont venir travailler aussi pour monter ces émissions-là. Donc, c'est un peu comme ça que sera divisé le 25 000 $. On est très heureux de pouvoir avoir accès à ces fonds-là et surtout du côté numérique, en fait, parce qu'on va doubler notre public, parce qu'on va aller chercher d'autres personnes qui n'écoutent peut-être pas nécessairement la télévision comme telle, donc en pouvant augmenter la façon dont on va aller chercher nos clients, notre public. Donc, ça arrive à point, cette subvention-là, parce que la télé est tout le temps en constant changement, en constante évolution. Donc là, présentement, c'est l'étape numéro 1 de la recherche. Il nous reste encore quelques semaines à faire de ce côté-là. Par la suite, ça va être les enregistrements, le montage de tout ça. Donc, oui, on aurait aimé sortir ça dès le printemps, mais je pense qu'on ne pourra pas. Donc, c'est à suivre dans les prochains mois, possiblement à l'automne 2021. C'est lors de ce conseil du mois de janvier que la MRC de Témiscamingue a donné son aval au projet de coopérative de solidarité plein air de l'Abitibi-Témiscamingue. Elle a comme objectif de déployer un ensemble de services comme l'ajout d'équipements spécialisés, la forfaitisation d'expériences plein air et le développement de l'offre sur le territoire. La coop, exactement, ça va être une coop de solidarité à but non lucratif. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un aspect économique, mais aussi un aspect social. Puis, dans la coopérative de solidarité, on va avoir des membres utilisateurs. Fait que monsieur et madame, tout le monde qui veulent faire du plein air, il va y avoir des membres utilisateurs entreprises. Ça va être des entreprises qui offrent directement dans le domaine du tourisme d'aventure de nature. Puis, des membres de soutien qui peut être n'importe quel organisme ou entreprise ou une personne qui a un lien, en fait, qui souhaite le succès de l'entreprise. Puis ces gens-là ensemble, c'est ça, ce qu'on souhaite offrir pour chacun de ces membres-là, c'est un accès à de l'équipement de plein air, un accès à de l'information facile sur qu'est-ce qu'on peut faire en plein air au Témiscamingue et éventuellement en Abitibi. Puis faire un lien facile entre justement autant des activités, de l'équipement, puis des personnes qui ont de l'expertise. Fait que dans le fond, si par exemple, moi par exemple, je voudrais offrir un cours d'initiation au canot, ben là, je vais pouvoir, via la coop, promouvoir mon activité que je souhaite offrir à la population, puis les gens vont pouvoir avoir facilement accès à cette information-là, parce que dans le fond, on va avoir un site web. Fait
toute l'information va être regroupée, puis là, on travaille fort à ce que ça soit le plus simple possible. Si quelqu'un veut avoir de l'équipement à plein air, s'il veut faire une sortie, que ce soit en kayak de mer, canot, dans le fond, que tout se soit détaillé, puis que nous, dans le fond, au sein de la coop, on facilite au maximum la mise en place de toutes les expériences, les activités possibles sur le territoire en lien avec le plein air. Bien, on se rappelle qu'on a 3 pôles d'excellence au Témiscamingue. Le pôle d'excellence sur les agricultures innovantes, le pôle d'excellence sur les énergies renouvelables et le pôle d'excellence avec tourisme, aventure, nature. Alors, dans le contexte, si on se donne des pôles d'excellence, on doit aussi se donner les moyens de les faire vivre et de les faire performer. Dans la même lignée où on a mis des énergies incroyables au niveau de la promotion et du développement du projet Onimiki, où on appuie de façon importante l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue ou le projet des Petites Terres à Lorrainville dans le pôle d'excellence des agricultures innovantes, on se devait aussi d'accompagner la coopérative de solidarité plein air de l'Abitibi-Témiscamingue qui a son siège ici même au Témiscamingue, qui répond à une de nos grandes valeurs en matière de tourisme ici sur le territoire. Et c'était tout naturel pour nous d'appuyer, d'approuver la recommandation du comité GAM d'accorder le soutien financier de 125 000 $ demandés. Comme là, la coopérative est officiellement enregistrée, par contre, c'est ça, là, on n'est pas en opération, on est vraiment on est encore dans les démarches de recherche de financement. Là, on était content, vraiment content avec la MRC. Puis, dans le fond, là, on travaille encore à ce niveau-là. Puis, on va démarrer bientôt l'achat d'équipements et de matériel. Ce qu'on souhaite, c'est être opérationnel cet été. Est-ce qu'on va être en mesure de tout offrir? Dans le fond, ça va se faire progressivement, mais c'est sûr que cet été, ce qu'on souhaite, c'est avoir du prêt d'équipement, puis déjà des forfaits déjà montés. Là, ouais. Bien, nous, au niveau de la MRC, en ayant identifié au niveau de la planif stratégique le pôle d'excellence en tourisme d'aventure nature, la première des choses, c'est de mettre en lumière les extraordinaires sites du territoire pour justement pratiquer les activités d'aventure nature, pour faciliter la découverte des différents lieux. La deuxième chose, c'est l'attractivité touristique que ça présente, donc l'organisation de l'offre touristique. Pas seulement de les identifier, les lieux à visiter ou les activités à réaliser, mais aussi de les organiser, par exemple en forfait ou en réseau. La troisième des choses, c'est qu'il existe, on le voit avec le répertoire d'activités plein air hivernales, il existe un nombre important d'activités disponibles au Témiscamingue. Alors, comment mieux les faire connaître et comment justement les mettre en lien les unes avec les autres? De sorte que quand on est dans le pôle tourisme aventure nature, quand on reçoit des touristes chez nous, on est capable de leur dire « Voici ce que vous pouvez faire, voici comment vous pouvez organiser votre séjour chez nous, voici comment maximiser votre temps sur le territoire témiscamien, voici aussi de quelle façon vous pourriez ne pas passer seulement 2 jours, mais peut-être penser que vous pouvez avoir des activités pour toute une semaine. » Alors, c'est dans cette optique-là que le pôle tourisme aventure nature est devenu un pôle d'excellence pour nous. Et c'est dans cette optique-là également qu'on accompagne la coopérative de solidarité plein air pour qu'elle déploie ses activités. Je pense que c'est majeur. C'est majeur pour tout notre territoire d'avoir ce genre d'organisation-là qui se crée, qui se structure pour nous permettre d'avancer. Ça va être un soutien aussi aux entreprises de tourisme qui se développent, les différents terrains de camping, mais aussi d'autres types d'activités. Ça va être un lien important à faire avec le parc Opémican. On a un produit d'appel remarquable. C'est le dernier né des parcs Glacé Parc, mais c'est chez nous, c'est à nous. Alors, la coopérative, elle a cette capacité-là de générer beaucoup de retombées et on est très fiers de l'accompagner. Il va y avoir un lieu physique avec un service de prêt d'équipement. Fait qu'on va louer de l'équipement de plein air. Là, ce qu'on vise présentement, c'est d'abord de l'équipement de camping général. Fait que ça peut être des tentes, sacs de couchage, sacs à dos. Mais on va aussi avoir de l'équipement plus spécialisé pour du canot camping, du cyclotourisme,
puis du ski de fond, ski de fond hors piste, là, mais qui va permettre aussi de faire du ski de fond dans les sentiers tracés. Puis, ça, c'est juste pour ce qui est de l'équipement. Il va y avoir aussi, dans le fond, ce qu'on veut offrir, c'est aussi un service de transport, notamment pour les cyclotouristes, puis les canaux campeurs. Là, des fois, c'est un problème de logistique là, de se faire monter à un certain endroit. Puis des fois, ce n'est pas tout le temps des circuits en boucle là, qu'on fait. On veut offrir ça. Puis, on va vouloir faire de la forfaitisation. Fait, par exemple, quelqu'un qui vient au Témiscamingue ou quelqu'un d'ici, en fait, qui veut, je ne sais pas moi, 3 jours de vélo avec de l'hébergement d'inclus, puis un service de transport, bien, il va y avoir des offres déjà toutes prémontées d'avance. Fait que ça va être des forfaits clients en main pour quelqu'un qui a besoin un peu plus qui souhaite de quoi de plus structuré. Là. On travaille fort à pouvoir offrir ça aussi. Cette année, l'épuisement ressenti dans le milieu communautaire sera au cœur des revendications de la campagne Engagez-vous pour le communautaire. À ce titre, les organismes sont invités à participer à une journée de santé et ressourcement. Bien, en fait, Engagez-vous pour le communautaire, c'est pas nécessairement une semaine thématique, c'est vraiment une campagne nationale qui regroupe en fait les organismes communautaires intersectoriels. Donc, ça touche vraiment là, une multitude de secteurs d'organismes communautaires qui ça se rassemble derrière 3 revendications principales. En fait, il y a le rehaussement du financement à la mission des organismes communautaires. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est du financement par projet. Donc, les organismes communautaires doivent se conformer à ces demandes-là, à faire des projets très, très précis pour coïncider avec du financement. Donc, la campagne, elle, ce qu'elle revendique, c'est du financement à la mission. Donc, quand les organismes communautaires ont du financement à la mission, ben, ils peuvent répondre directement, justement, à leur mission de base et développer des projets là, sur du plus long terme, là, basés sur un réel besoin qu'eux ont observé avec les gens qui desservent là, directement dans leur organisme communautaire. La deuxième revendication, c'est le respect de l'autonomie des organismes communautaires. Et la troisième revendication, c'est la justice sociale, dont, entre autres, là, en réinvestissant là, dans les services sociaux. Le 20 février, c'est la Journée mondiale de la justice sociale, mais vu que ça tombe un dimanche, il y a plusieurs organismes qui ont décidé de faire une journée de mobilisation le 17. En quoi ça consiste? C'est sous le concept d'une journée de pause. Donc, il y a vraiment plusieurs manières de participer à cette journée-là. Il y a certains organismes qui vont fermer leurs services pour cette journée-là. Mais il y en a plusieurs qui vont continuer à offrir leurs services, mais qui vont offrir des petites douceurs à leurs employés pendant cette journée-là, ou se rendre en pyjama, ou juste faire la promotion de cette journée-là sur les réseaux sociaux. Donc, montrer leur support à la cause et à la campagne Engagez-vous pour le communautaire. On parle beaucoup le filet social, donc ils sont souvent au front là, quand on parle de ça, donc c'est vraiment important aussi à ce niveau-là. Puis d'ailleurs, c'est ça, je pourrais en parler un petit peu plus en détail là, quand je parlais de la journée du 17 février. Il y a quand même des petites activités qui sont organisées aussi. Il y a un Zoom interrégional qui est organisé le matin, donc la possibilité pour que les organismes communautaires c'est ça, comme je disais, d'une dizaine de régions puissent échanger entre eux, donc de façon vraiment informelle, de façon légère. On n'est vraiment pas du tout dans la réunion Zoom, on est vraiment juste dans la rencontre puis le moment de plaisir et à partager avec les autres régions. Et nous, spécifiquement, en Abitibi-Témiscamingue, on a décidé d'offrir un salon ressourcement. Donc, dans l'après-midi, tous les travailleurs des organismes communautaires de l'Abitibi-Témiscamingue vont pouvoir avoir accès à une programmation, mais qui n'est pas encore dévoilée, mais plusieurs activités là, qui sont toutes associées à du ressourcement. Là. Donc, le comité de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est cette manière-là là, qu'on voulait souligner cette journée-là. Depuis que la COVID-19 a fait son apparition au Canada, bien des choses ont changé. Pour connaître la réalité du marché immobilier du Témiscamingue, TV Témis a rencontré les courtiers immobiliers Charles Joannette Place et Suzy Bélanger.
Bien, en fait, le marché immobilier est devenu très, très actif. La différence avec avant, en fait, là, c'est qu'on n'a pas eu de pause. Pendant le temps des fêtes, il n'y a pas eu aucun ralentissement. C'est vraiment, écoute, ça a été actif là, du début à la fin, pendant la période des fêtes, période de pandémie. Juste dans notre bureau ici à Ville-Marie, on parle d'à peu près, en 2020, environ 115 à 120 transactions complétées en 2020. Fait que c'est beaucoup, là. C'est sûr que moi, un coup de tête pour acheter une maison, je ne crois pas vraiment à ça. Une maison, c'est une grosse décision, une grande étape dans la vie. Je ne crois pas que les gens font ça à la légère. En fait, il y a beaucoup de gens de l'extérieur qui sont venus acheter ici. Pas nécessairement des propriétés, mais beaucoup, beaucoup des terrains sur le bord de l'eau, des terres. Donc, les gens sont beaucoup à la recherche aussi des bords de l'eau. Donc, on a vendu aussi beaucoup de chalets. Quelques propriétés dans les villages autour, mais c'est surtout des gens qui voulaient comme sortir de la ville, qui étaient en télétravail. C'est vraiment à cause du terrain, l'espace. C'est vraiment ça qui fait que les gens de l'Ontario nous contactent. Écoute, on a vraiment beaucoup, beaucoup de demandes des anglophones ou de d'autres, même de d'autres pays ou des choses comme ça qui souhaitent venir. Ils faisaient même j'ai eu beaucoup aussi de promesses d'achat conditionnelles à une visite, chose qu'on faisait rarement avant. Ce qu'on priorise beaucoup, c'est d'avoir les visites virtuelles. Donc, on priorise beaucoup les vidéos avant même que les gens se déplacent dans les maisons. Donc, on évite le plus possible que les gens se déplacent pour rien. Donc, en faisant les visites virtuelles, bien, ça permet aux gens de voir un petit peu c'est quoi la maison avant de se déplacer. On pose beaucoup plus de questions à nos clients. Donc, on essaie le plus possible, c'est ça. Quand on se déplace dans une maison, c'est que le client est prêt, puis il connaît la maison déjà en détail. Donc, ça nous permet ça. Au niveau des limitations, c'est vraiment au niveau du COVID. Ben, en fait, on pose des questions au niveau de la provenance des voyages et tout ça. C'est le port du masque, le lavage des mains. On touche à rien. Fait que c'est vraiment, on joue un petit peu à la gardienne, à la police dans la maison et on limite beaucoup. T'sais, on ne va pas visiter avec ma tante, mon oncle, puis grand-maman, grand-papa. Là. C'est vraiment les gens qui vont acheter, qui vont venir dans la maison. Il y a aussi, on fait moins de rencontres, moins de contacts humains avec les gens. Chose qui me manque un peu parce que moi, j'aime ça, avoir une bonne relation avec les acheteurs et les vendeurs. Aussi, on cible plus ce que les acheteurs cherchent. On leur pose beaucoup de questions. On leur demande aussi une préautorisation hypothécaire. Ça l'aide vraiment énormément à leur recherche. On retrouve aussi moins de gens qui n'en visitent une dizaine avant de faire leur choix. Leur cible est fait. On leur aide en tout cas à faire leur cible direct au départ. Bien, en fait, la plupart des gens, c'est des achats réfléchis parce qu'ils cherchent depuis quand même longtemps. Puis, étant donné qu'on n'a pas beaucoup d'inventaire, ben, les gens qui achètent, ben, c'est parce qu'il y a des maisons qui sont sur le marché depuis peu, donc ils se lancent rapidement sur les achats. Mais il y en a quand même quelques-uns qui ont acheté très rapidement. Écoute, on a vendu des choses, aucune visite. Là. Ils ont acheté par photo ou par vidéo très rapidement. Fait que c'est beaucoup des personnes qui vont payer comptant, vont payer cash. Donc, c'est pas de conditions, pas de niaisage. C'est vraiment très, très rapide. Là. Oui. Le Salon de la formation professionnelle de l'Abitibi-Témiscamingue passe en mode virtuel pour son édition 2021. Au menu vidéo et dépliant, clavardage avec des enseignants et personnes ressources, des 50 programmes offerts en région. Tous les détails de cette première édition virtuelle avec Martine Aumont, conseillère en formation scolaire au Centre Frères Moffett. Cette année, bien, à cause de la COVID, il a fallu faire autrement et beaucoup de cégeps ont fait des portes ouvertes virtuelles. L'idée est venue là, de faire un salon virtuel de la formation professionnelle. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est concentré juste l'Abitibi-Témiscamingue et vous avez la possibilité de voir 50 programmes la même journée. Donc, on peut vraiment faire un super beau survol là, de ce qui s'offre ici en Abitibi-Témiscamingue. Et exceptionnellement, cette année, c'est le fun, c'est une nouveauté. On a joint la formation générale des adultes aussi. Donc, pour quelqu'un qui a tout son parcours à faire, bien, il peut venir terminer son secondaire 5 ou ses préalables, puis assister aussi au salon pour aller voir qu'est-ce que ça lui prend justement comme préalable. Fait que la même plateforme, même journée, on peut répondre à toutes les questions. Au Centre Frères Moffett, c'est 7 programmes qui vont être présents cette journée-là. On va avoir production animale, production horticole, horticulture et jardinerie, fleuristerie, plomberie chauffage,
pâte et papier. Et le DEP secrétariat, comme il est représenté dans tous les MRC, on a comme créé une ville. Il va y avoir un qui s'appelle secrétariat, mais on va avoir chacun notre couleur à l'intérieur de ce kiosque-là. Puis, on va s'alterner des représentants de chacune des centres de formation pour répondre aux questions. Donc, du 16, qui est un mardi, au 21, dimanche en février. Donc, c'est sur toutes ces journées-là. Qu'est-ce qui est la particularité, dans le fond, c'est que le clavardage en direct avec chacune des programmes de formation, puis il y a des personnes ressources ou des enseignants qui vont pouvoir répondre, c'est la première journée, le 16 février. Donc, c'est d'aller s'inscrire sur cette page-là qui va être disponible le jour même. Par contre, après ça, ce qui est intéressant, les autres années, c'était une date. Si tu avais ton heure, il te venait des flashs le soir, il était trop tard, ton parent était inquiet parce qu'il n'était pas sûr que tu avais eu la bonne information. Bien, la beauté de la chose de la version virtuelle, c'est que la journée du clavardage, on a étiré ça jusqu'à 19h le soir. Donc, si papa et maman ont le goût de venir zioter ce que l'élève a mis en branle comme plan de match, bien, ça va être vraiment génial. Puis on parle vraiment avec des vraies personnes en direct. Puis après ça, on a le temps de mijoter, mais tu sais, on peut aller jusqu'au dimanche suivant, retourner consulter. J'hésite entre deux programmes qui se ressemblent, puis là, d'aller les comparer, puis tout ça. Fait que c'est vraiment intéressant. Là, c'est une mine d'informations là, puis pour besoin de sortir de la maison, c'est encore plus génial. Les gens ne le savent pas qu'on peut avoir accès dans la même région à 50 programmes de formation des diplômes d'études professionnelles. Fait que c'est une belle façon d'aller les découvrir puis d'éviter de faire du déplacement parce que des fois, c'est sûr que notre réalité, le territoire est grand. Comme tu dis, des fois, c'est nous qui n'est pas connu parce qu'on est comme un peu plus loin. Les gens viennent des fois un peu moins. Mais là, on a une belle porte ouverte là, pour pouvoir vendre nos programmes puis les valoriser avec des personnes ressources. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu as vraiment quelqu'un derrière. C'est pas juste un robot qui te dit bonjour, comment allez-vous? Ça va être vraiment des vraies personnes. Là. La campagne M'as-tu vu se déroulait partout au Québec du 1er au 12 février dernier. Au Témiscamingue, comme partout ailleurs en province, cette campagne a comme objectif de rappeler aux usagers de la route d'être prudents et de respecter les consignes de sécurité à proximité d'un autobus scolaire. Pour la campagne M'as-tu vu, qui est une campagne qui est orchestrée par la Fédération des transporteurs du Québec. Dans le fond, c'est une campagne qui vise à faire un rappel aux automobilistes et aux utilisateurs de la route que les autobus scolaires là, sont bien présents là, sur nos routes là, à tous les matins et toutes les fins d'après-midi là, pour transporter là, nos jeunes là, de la maison vers les écoles et des écoles vers la maison en fin de journée. Là. Le plus grand enjeu en transport scolaire, ça se situe à l'extérieur de l'autobus. Donc, il faut être attentif à la signalisation en zone scolaire. Il faut être vigilant, comme je disais, pas être distrait quand on voit un autobus scolaire. Puis respecter les règles de sécurité routière, là, comme les vitesses limites, puis les stops, tout ça. Là. Les autobus ont plusieurs arrêts à faire sur leur parcours. Des fois, c'est sur la grande route. Des fois, c'est en milieu plus urbain, si on peut dire. Donc, c'est d'être attentif aux arrêts fréquents. Il y a des lumières sur les autobus, les lumières jaunes pour avertir qu'il y a un arrêt qui s'en vient. Les lumières rouges avec le panneau d'arrêt là, qui est le signe là, que l'autobus est immobilisé et qu'il y a des élèves qui vont traverser. Parce qu'on a l'impression souvent de se répéter avec cette information-là, mais on se rend compte que, je ne dirais pas tous les jours, mais régulièrement, il y a des automobilistes, probablement par un manque d'attention, je ne sais pas trop, ils ne sont pas attentifs à la route. Et régulièrement, il y a encore des autobus avec les lumières rouges, les panneaux d'arrêt allumés et les automobilistes passent quand même. Donc, c'est vraiment important là, de rappeler ça. Parce que pour les automobilistes, oui, c'est une contravention importante qui est pour passer sur les feux rouges d'un autobus, mais au-delà de la contravention, c'est qu'il y a des enfants qui traversent le chemin. Puis, je pense qu'il n'y a pas une contravention qui peut remplacer là, la sécurité d'un enfant qui traverse la route en avant de l'autobus. La première chose, c'est de ne pas être distrait parce que ça m'est arrivé 2 fois depuis à peu près 1 mois de faire passer sur mes lumières rouges. Là. Puis ça, c'est entre 200 et 300 $ d'amende et 9 points d'émérite. Présentement, sur le territoire du Témiscamingue, on a 61 autobus qui se promènent le matin et le soir. Donc, on a 61 parcours d'autobus. Là-dessus, sur les parcours, là, chaque autobus, des fois, fait différents parcours parce que avec les élèves du primaire, élèves du secondaire, on a des élèves
On a des élèves d'un peu partout sur le territoire qui ne vont pas nécessairement à l'école de leur village, si on peut dire. Donc, au secondaire, avec les concentrations, on a des élèves du secteur nord qui se déplacent vers l'école Marcel Raymond pour participer au volleyball. On a des élèves du secteur Béarn, Fabre, Lorrainville qui vont à l'école Rivière-des-15 pour participer à l'option hockey. Donc, tout ça fait qu'il y a beaucoup d'autobus qui sont en circulation. Il y a des transferts qui se font à certains endroits. Donc, on a le système d'autobus scolaire là, au Témiscamingue, c'est une belle toile d'araignée là, qui se recoupe et qui se redistribue là, partout sur le territoire. Le transport scolaire, là, j'ai un petit des petites statistiques ici. Il y a 534 800 écoliers qui sont transportés matin et soir au Québec. Il y a 941 000 kilomètres qui sont parcourus chaque jour par les autobus scolaires au Québec. Puis il y a 10 640 autobus scolaires sur les routes du Québec matin et soir. Puis il n'y a aucun accident mortel au Québec depuis 2006. Fait que des campagnes comme ça en prend, puis c'est bien de sensibiliser les gens. Là. Les autobus sont sur le chemin pour une période d'environ 1 heure le matin, environ 1 heure en fin de journée. Ils ont des arrêts fréquents à faire. Donc, je pense pas qu'il y a personne qui est assez pressé pour justifier là, un dépassement dans une zone dangereuse sur un autobus ou de passer sur les feux rouges puis de risquer potentiellement la vie des personnes. Donc, dans le fond, le rappel aux automobilistes, c'est que si vous êtes vraiment pressé, partez quelques minutes plus tôt, puis vous allez arriver à l'heure. Là. C'est aussi simple que ça. C'est très de base, mais c'est aussi simple que ça. C'est nos enfants qui sont dans ces autobus-là, puis on veut leur faire attention. Voilà ce qui complète le bulletin Info-Témis pour cette semaine. Je vous invite à suivre notre page Facebook pour voir nos reportages en primeur ainsi que du contenu exclusif chaque semaine.